Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au sommaire. Campagne de commercialisation de l'arachide en attendant son ouverture à Touba. Les paysans ont trouvé le moyen d'écouler leur production. Le kilogramme d'arachide y est vendu à 280 francs, soit plus que ce que prévoit le prix officiel. Crise à l'hôpital de Richard Toll. Les travailleurs ont marché ce matin pour demander le départ du directeur. Ils l'accusent d'être la source de tous les maux de l'établissement. Accusation rejetée par le directeur qui appelle à plus de retenue. Les populations de Carrefour Ndiaye dans la rue ce matin, manifestation pour réclamer de l'électricité. Elles ont au cours de leur marche dénoncé le silence des autorités face à le problème qu'elles jugent inacceptable. Et puis la page en sport, sortie victorieuse des Lions du Sénégal devant le Congo. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Youssoufou Bodian revient dans la page des sports sur les réactions d'après-match. Et puis notre invité, Gorgui Wade Ndoye, il est l'initiateur des gingembre littéraires, philosophiques et économiques qui ont pris fin cet après-midi. Entretien à suivre avec Ndate Diop en fin d'édition qui vous est présenté par Pabessa Diba. Et puis Amadi Ndiaye est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La campagne de commercialisation de l'arachide n'est pas encore fixée. Conséquence, les paysans bradent leurs récoltes dans les marchés pour satisfaire leurs besoins. À Garbundao, l'un des plus grands marchés dédiés à l'arachide, l'activité tourne à plein régime. Les producteurs se disent satisfaits des prix proposés, à savoir 280 francs le kilogramme. Mariam Diop. Le marché Garbundao de Touba est en pleine activité. L'endroit grouille de monde. Cette affluence est constituée de cultivateurs qui viennent écouler leur arachide, fruit de la récolte de cette année. Devant cette bascule, un minicar rempli d'arachide est en train d'être déchargé pour le pesage. 12 sacs sont remplis pour un poids total de plus de 700 kilos. Le propriétaire Ibrahim Diouf vient du village de Dankresen, situé dans le département de Diourbel. Nous avons des besoins et on n'a que les récoltes pour les satisfaire. En plus, le prix pratiqué ici nous arrange. Avec les charges quotidiennes, on ne peut que se plier. Le prix au kilogramme sur place en cette période de pré-campagne, une vraie opportunité selon eux. Le gouvernement n'achète pas à 280. Seulement à 210 francs CFA et la campagne n'est pas encore ouverte. Serine Gueye évolue dans ce milieu depuis 15 ans. Revendeur, il achète chez les agriculteurs pour ensuite céder. Puisque l'hivernage s'est finalement bien déroulé, nous sommes là pour écouler notre production, profiter du prix attractif de ce marché. Moi, personnellement, j'achète et ensuite je revends à l'usine. La campagne de commercialisation de l'arachide n'est pas encore lancée. Les agriculteurs impatients se rabattent sur les Louma. Marema Diop, Touba, RFM. Dans la vallée du fleuve, les surfaces emblavées pour la campagne agricole de l'hivernage sont passées à 35 000 hectares, soit une augmentation de 5 000 hectares. C'est le directeur général de la SAED qui le révèle. C'était en marge de la réunion de la commission technique de suivi de la campagne. Aboubakri Sow précise par ailleurs que le riz en phase de récolte a donné beaucoup de satisfaction malgré la présence jusqu'ici maîtrisée d'oiseaux granivores. Aboubakri Sow, le voici au micro de Mohamed Nabissilla. C'est presque 35 000 et quelques hectares donc, qui ont été mis en place. Si on le compare aux objectifs, c'est presque 100%. On est à 99, quelque chose donc pour cent. Et si on regarde pour le riz, on a emblavé presque 30 000 hectares donc de riz. Et comparé donc à l'année passée, il y a un bond de plus de 5 000 hectares qui a donc été fait. L'hivernage est en train quand même de revenir donc par rapport à la saison chaude. Et ce qui est le fait encore le plus marquant est la mise en place des intrants agricoles, parce que nous avons eu presque 98% donc de taux de mise en place donc des engrais, que ça soit pour l'urée, que ça soit donc pour le DAP, ce qui est extrêmement important. Donc à ce niveau donc les cultures se portent très bien. Il y a des récoltes qui ont démarré. Donc on n'a pas noté donc de maladies majeures. Les oiseaux granivores, il en existe, mais il n'y a pas encore donc de problème pour le moment. Mais néanmoins, il y a quand même des dispositions qui doivent être prises pour quand même pouvoir lutter contre ces oiseaux-là une fois donc qu'on note donc des débuts d'attaque.
Le patriotisme économique, un concept aujourd'hui plus que jamais d'actualité au Sénégal avec la découverte de pétrole. Conviction de Gorgui Wade Ndoye, PDG du magazine Premier Continent basé en Suisse. Toutefois, il précise que le patriotisme économique ne veut pas dire nationalisme aveugle. Gorgui Wade Ndoye au micro de l'agenda Diop. Le Sénégal, vous le savez, vient d'avoir du pétrole, du gaz magnifique, en tout cas pour l'exploitation. Le patriotisme économique voudrait que le Sénégal, notamment son gouvernement, fasse tout pour trouver des meilleurs investisseurs, mais aussi ce qui nous donne le plus de possibilités pour nous de bénéficier de ces mannes qui nous sont venues, si vous voulez, du ciel. Aussi, en termes de choix pour nos entrepreneurs, parce que les entreprises privées sont là nombreuses, souvent certaines tirent le diable par la queue, pour parler un peu vulgairement. Parce que aussi souvent, il y a des marchés, elles sont oubliées, ou bien souvent elles deviennent elles font de la sous-traitance. Alors que si, par contre, et ça j'insiste dessus, il ne sert à rien, chers frères, confrères, de dire on va donner à une entreprise sénégalaise si elle n'a pas les compétences nécessaires pour effectivement faire le travail pour lequel elle a été mandatée. Il ne sert à rien non plus de donner un marché à une entreprise sénégalaise qui n'a pas les compétences. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Nous parlons à donner plus de possibilités à ces entreprises. Si elles ont les compétences, la préférence à elles, ça c'est normal. Nous ne parlons pas non plus de nationalisme béat où on s'enferme sur nous-mêmes. Le temps de l'autarcie, mais c'est dépassé, ça n'a pas jamais fait vivre une nation. Gorgui Wade Ndoye, l'extrait de l'entretien qu'il a accordé à Ndate Diop. Il est notre invité en fin d'édition. Il est l'initiateur des Gingembres littéraires. RFM, la radio de toute l'actualité. Marche pacifique du personnel de l'hôpital de Richard Toll. Il réclame plusieurs mois d'arriérés de paiement de primes de logement. Les agents déplorent aussi les ruptures récurrentes de médicaments au sein de l'établissement sanitaire. Pour ces travailleurs, le directeur est la source de tous les problèmes. Mamadou Diagne. Habillés de t-shirts et casquettes rouges, accompagnés de brassards de la même couleur, le tout sous le chaud soleil encadré par les forces de l'ordre, les travailleurs de l'hôpital de Richard Toll ont déversé leurs bulles dans les rues pour réclamer leurs droits. Selon eux, depuis des mois, ils courent derrière sans succès. De même, ils ont fait part de leurs dures conditions de travail. Babacar Gueye, secrétaire général adjoint SUTSAS. L'hôpital de Richard Toll va mal sur le plan financier. Le déficit ne cesse de creuser et les dépenses augmentent. Beaucoup d'analyses ne se font plus dans le laboratoire depuis plus d'1 an, faute de manque de réactifs. La pharmacie n'a pas de médicaments depuis plus de 2 ans. Les salaires sont tardivement payés, parfois même il nous doit 2 mois de salaire. Les primes de motivation, les repas de garde, les primes de responsabilité ne sont pas payées. On nous doit plus de 8 mois de primes de motivation et 8 mois de primes de responsabilité. Toutes ces difficultés notées ci-dessus entraînent la hausse des frais médicaux. Des mots qui poussent aujourd'hui ces blouses blanches à demander à la direction de stopper l'hémorragie ou sinon, disent-ils, ils vont passer à d'autres étapes comme la régionalisation de leur combat. Aujourd'hui, il y a la section de Richard Toll, ça veut dire que l'EPS est le centre de santé. Mais au fur et à mesure que la situation continue, on va faire appel à la régionalisation, ça veut dire à l'union régionale. Donc on va même aller observer des grèves. Même le ministre en personne est venu ici, il a constaté de ses propres yeux la situation et il nous avait promis un chèque de 10 millions. Jusqu'à présent, on n'a pas vu cet argent et il nous a aussi promis de nous prendre en charge dans le budget de 2020. Donc on attend cette promesse. La promesse est une dette, monsieur le ministre. Il réclame le départ du directeur de l'hôpital qui, selon ses professionnels de la santé, est incapable de gérer la structure sanitaire. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Le directeur de l'EPS, Mamadou Diagne, balaie ses accusations tout en rejetant la responsabilité sur son prédécesseur. Même si pour Dr Moussa Sen, l'hôpital paie à temps ses salaires, de même qu'une partie des indemnités, il appelle les travailleurs à plus de retenue. Mamadou Sen, le voici. Fin 2016, décembre 2016, jusqu'au moment où je parle, nous n'avons pas d'arrêt de salaire. Pour ce qui est maintenant des indemnités, c'était la même chose. J'ai trouvé 10 mois d'arrêt de motivation. J'ai payé toutes les motivations de 2017
et de 2018. Maintenant, on a trouvé une convention avec tous les partenaires sociaux. Au lieu des 25%, on paye maintenant les 10%. Et depuis juillet, on le paye. Maintenant, les 25% qui restent, à chaque fois qu'on reçoit une subvention, on paye. Et la dernière fois, c'était au mois de la Tabaski, on a payé 2 mois de motivation de 25. Lorsque, au mois de juillet passé, monsieur le ministre de la Santé est venu ici. Et il a vu la situation, tenu une réunion avec les partenaires sociaux, l'administration. On a discuté de tous ces problèmes. Et ce qu'il a fait déjà, c'est qu'il avait décidé sur place une subvention spéciale de 10 millions. Tellement les procédures sont en cours au niveau du Trésor. C'est vrai que c'est la loi qui dit qu'il faut payer les salaires au plus tard le 8. Mais la loi également dit que si vous n'avez pas de quoi payer les salaires, il faut diminuer le personnel. Nous, on n'a pas opté pour ça. Et c'est une possibilité. Donc il faut que les gens fassent très attention, qu'on continue à réfléchir pour trouver des solutions. Maintenant, pour ce qui est des indemnités, moi, en tant que directeur, depuis mars, on ne paye pas d'indemnités. Tout le monde doit faire des efforts. Les médecins, autant. Tout le monde fait des efforts. Moi, je pense que maintenant, tout ce qu'on fait, en tout cas pour le moment, c'est de faire en sorte qu'on puisse au moins assurer les salaires, payer les motivations de 10%. Maintenant, le reste, on fait en fonction des possibilités. Après, j'ai terminé par dire également pour ceux qui demandent mon départ. Moi, je suis un fonctionnaire. Lorsque j'ai venu à Richard Toll, c'est le seul directeur que je remplace, que je connais. Je connais ces personnes ici. Alors, c'est une autorité qui m'a amené ici. Grâce à Dieu, si on me demande de partir aujourd'hui, j'ai déjà fait mes bagages et je suis un fonctionnaire. Là, au moment, je vais travailler. Le directeur de l'hôpital de Richard Toll qui était au micro de Mamadou Diagne. Tambacounda réclame l'ouverture d'un centre de dépistage et de prise en charge des diabétiques. Pour cette année, l'ASAD, l'association sénégalaise de soutien et d'assistance, a décentralisé ses activités dans la région de Tambacounda. Baye Oumar Gueye, le président de l'ASAD, il est interrogé par Moussa Oumar Gueye. Le diabète, c'est une réalité au Sénégal et les statistiques le démontrent parfaitement. Au Sénégal, nous sommes à 3,4% du taux de prévalence. Tout à l'heure, le médecin de la localité me disait qu'il y a au minimum 80 de personnes qui sont consultées durant le mois, pour démontrer que le diabète est également une réalité à l'intérieur, notamment à Tambacounda. Mais encore une fois, c'est une maladie qui nécessite des moyens. Lorsque nous avons eu à faire le calcul pour le diabète de type 1, on s'est rendu compte qu'il faut dépenser 5 000 francs par jour, 75 000 le mois et 912 500 l'année. Dans les pays en développement, ce n'est pas aisé et il nous faut travailler dans le cadre du plaidoyer pour amener les autorités à comprendre, conformément à la résolution 61-225 des Nations Unies, qui recommande aux États la prise en charge correcte du diabète, parce que c'est une maladie chronique qui dure toute la vie. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, dans le cadre d'une des fonctions de l'association, c'est-à-dire décentraliser la prise en charge, décentraliser les activités, mais aussi justement renforcer la dynamique de sensibilisation. Parce que le diabète, ce n'est pas seulement au niveau de Dakar. Le diabète, c'est à Dakar, mais c'est également à l'intérieur du pays. Et Tambacounda s'est illustré par la parfaite mobilisation. Cri du cœur des habitants de la commune de Kanen, ils veulent l'électrification des villages qui n'en disposent toujours pas. Les populations demandent également le bitumage de la route Mbacké-Kadior-Louga. Écoutons à ce propos Modou Diaw, président du mouvement MPDL, au micro de Abraham Polpouya. Les villages de Ndjobou, Tchosé, Proflo, Tcheyen, Tchambar, Afelei, Ndjambourfal, Darou Djabat ont toujours soutenu le président de la République Macky Sall, mais ils ne disposent toujours pas d'électricité. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui que les travaux soient accélérés pour l'électrification de ces villages. Nous demandons aussi au programme d'urgence de développement communautaire PUDC de mettre à la disposition des femmes des moulins dans les villages qui n'en disposent pas encore, parce qu'elles sont très fatiguées, qu'ils accélèrent au moins la distribution. Nous sollicitons aussi le bitumage de la route Mbacké-Kadior-Louga, une route stratégique, une route de développement, je peux dire, une route qui traverse 5 communes, la commune de Ngidile, la commune de Kanen-Djobou, la commune de Mbédjen, la commune de Sagatanguet et la commune de Mbacké-Kadior.
Les populations de Carrefour Ndiaye dans la commune de Koussi étaient également dans la rue. Manifestation pour réclamer l'électricité, de l'électricité. Les populations dénoncent le silence des autorités face à ce problème qu'elles jugent, qu'elles qualifient d'injuste. Max Euclide de Kanfani. Pancarte en main, morceau rouge au bras et autour des cous, ces populations de Carrefour Ndiaye, enfants, jeunes comme vieux, ont tenu à exprimer ainsi leur ras-le-bol une fois encore de vivre sans courant. Aujourd'hui, le village de Carrefour Ndiaye est sorti ensemble depuis l'école élémentaire. Les femmes, les jeunes et les troisième âge sont sortis pour demander la disponibilité du courant et demander les autorités administratives et les autorités locales que le village de Kër Habib a besoin du courant. Par ailleurs, ces populations dénoncent le mutisme des autorités suite à leurs complaintes. Moriké Bakoté porte leur parole. Parce que nous avions tenu un point de presse ici la fois dernière, mais depuis lors, aucune autorité de la région, ni du département, ni de la commune n'a saisi la population pour demander effectivement notre problème. Et donc nous alertons avec beaucoup de respect à l'égard de ces autorités que nous sommes prêts à aller à l'étape supérieure si toutefois que dans les plus brefs délais, la situation du village n'est pas décantée du point de vue du courant. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui cette sortie pour dénoncer cette injustice qui sévit à notre égard. Ces populations soutiennent de sortir souvent dans la rue tant qu'elles n'auront pas gain de cause. Nous alertons une fois de plus encore que si toutefois que les autorités ne prennent pas en charge ce courant, nous allons demander à ce que la population puisse sortir à nouveau et qu'on puisse descendre ici le courant qui est là derrière nous, qui suive le village de Kër Habib, ne soit pas alimenté en termes d'électricité. C'est Max Euclide Kanfani. RFM. L'eau des égouts qui dicte sa loi à Petersen, le tuyau Gati dans la gare routière a ralenti les activités des riverains qui veulent eux-mêmes s'occuper de la réparation, mais la SONES s'y est opposée. Ces riverains, surpris de la décision de la SONES, appellent les autorités à régler cette situation. Le reportage de Oumar Mou. Les eaux nauséabondes jaillissent encore des égouts. Elles rendent l'espace invivable et créent un embouteillage monstre à Petersen. Les riverains sont dans tous leurs états. Cheikh Ndawa. Un jour, une dame voulait éviter cette eau. Malheureusement, une voiture l'a frôlée. S'en est suivi une bagarre. Tu vois, quand cette eau te touche, tu ne seras même plus dans les dispositions de prier. Son voisin immédiat, Maman Ndiaye, voulait se débarrasser de ses eaux usées, mais la SONES s'en est opposée. J'étais prêt à payer moi-même pour vider cette eau, mais la SONES nous a écrit pour nous dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Depuis lors, on les attend, mais rien. Lampefal, vendeur de tissus, lui, crie au secours. C'est très difficile. Il faut que les bonnes volontés nous viennent en aide. Dans les rues de la Médina, comme à Petersen, l'eau des égouts freine les activités des riverains. Pour eux, l'heure de la révolte a bien sonné. On doit préparer ça tout de suite. RFM Sport. Il y a 22 heures passées de 18 minutes à Madindiaye et la machine est allée trop vite en besogne. Hein? Donc maintenant on passe avec donc à la page des sports. En sport, nous accueillons Youssouf Bodian. Youssouf, bonsoir. Bonsoir, Pabès. Football, première journée des qualifications dans la CAN 2021. Bon début pour les Lions. Les Lions du Sénégal qui ont battu le Congo par 2-0. Silissar a ouvert le score à la 26e minute et Habib Diallo à la 28e minute de jeu. Le point commun entre ces deux jeunes joueurs qui habitent la ville de Thiès. Nous allons suivre Cheikh Anta Diop. Et c'est à la 25e minute que les Lions du Sénégal trouvent la faille. Un joli but marqué par Silissar. 4e minute plus tard, Habibou Diallo pour le deuxième but. Ces deux joueurs natifs de Thiès
ont séduit le public du stade Lat Dior de Thiès. Sur Habib Diallo, c'est son deuxième match et il marque un but. Il a convaincu parce qu'il s'est battu sur tout le front de l'attaque et il marque. Sidi Sarr, c'est les Thiessois qui font la loi aujourd'hui. Parce que c'est Sidi Sarr et Habib Diallo qui sont des Thiessois natifs. Il a été un bon récupérateur. Non, un très bon récupérateur et puis surtout un meneur de jeu caché. Pour Amsatou Fall, ancien directeur technique national, cette équipe du Sénégal a évolué. On peut retenir la victoire et surtout l'amélioration dans le jeu. On a senti que l'équipe essaie d'être patient dans la construction. Et ça, c'est important. On n'avait jamais, par le passé, je ne dis pas ces dernières années, je ne parle pas de cette Coupe d'Afrique, mais par le passé, on n'avait pas cette patience dans la construction. Mais globalement, c'est une équipe qui tient la route. Je pense qu'au fil des matchs, l'équipe va se bonifier, surtout avec également, l'introduction de nouveaux jeunes joueurs. Il y a Sidi Sarr, il y a Habib Diallo, il y a Krépin Diatta, il y a Tchoubou. Les Lions du Sénégal gagnent ce match avec la manière. Habibou Diallo, à sa sortie, a été ovationné. Et tout le public s'est levé pour dire merci à Sadio Mané et bonne chance pour le Ballon d'Or. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Merci à Cheikh Anta Diop donc, qui nous faisait vivre l'ambiance au stade Lat Dior de Thiès avec donc ces deux buteurs qui habitent la ville de Thiès. L'équipe du Sénégal donc auteur d'une bonne première période mais qui a eu des difficultés en seconde période. Mais le sélectionneur veut retenir la victoire finale. Aliou Cissé avec Soda Thiam. Ce fut un match presque bien abouti, donc surtout en première. Match bu baax la surtout ci première période bi ci ñaareelu période bi nag. On va écouter Aliou Cissé tout à l'heure donc en français. Il va revenir donc sur cette victoire du Sénégal. Avant lui, on va écouter son homologue du Congo qui reconnaît que donc l'équipe du Sénégal était au-dessus ce soir. Le sélectionneur congolais, le Brésilien Valdo Filo, qui ne veut pas baisser les bras pour la suite de ses qualifications. On ne gagne pas. Gagné ñu c'est normal ñu am déception waaye nag ci kanam équipe bu Sénégal lañ am. Le wolof donc qui s'évite donc dans cette page de sport. On va certainement écouter les deux sélectionneurs avant la fin de ce journal des sports. Notez que l'autre match du groupe I, le groupe du Sénégal, avait opposé donc à Bissau, la Guinée-Bissau, Eswatini, victoire des Djortous 3-0, doublé de Piketty Diassi et un but de Januario, c'est lui qui a marqué donc le troisième but de cette équipe bissau-guinéenne. Oui, Youssouf, on a joué également cette première journée des éliminatoires sur d'autres stades africains. Avec donc ces résultats, le Cameroun, pays organisateur donc déjà qualifié, qui recevait le Cap-Vert 0 but partout. Bon résultat donc des requins bleus. Le Nigeria qui bat le Bénin 2-1. Le Bénin qui avait mené à la mi-temps par 1-0 grâce à Stéphane Sessegnon. C'est Victor Osimhen, le petit phénomène nigérian de Lille, qui égalise pour le Nigeria. Et ensuite, c'est Kalou qui offre le but de la victoire à l'équipe nigériane. Angola surpris à domicile par la Gambie, 1-3 en faveur des Scorpions de la Gambie qui font donc bon résultat à Luanda. Et Sierra Leone, Lesotho, 1 partout. La Gambie qui est passée par les préliminaires. La République centrafricaine qui bat le Burundi par 2-0. Namibie-Tchad 2-1 en faveur de la Namibie. Le Burkina Faso tenu en échec par l'Ouganda 0 but partout. Le Soudan qui domine Sao Tomé-Principe 4-0. On va revenir sur les réactions des deux sélectionneurs. D'abord Aliou Cissé. Ce fut un match presque bien abouti, donc surtout en première période. En deuxième période, on a effectivement un peu plus eu du mal parce que l'équipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû à un moment donné garder un peu plus de justesse technique pour pouvoir sortir les ballons derrière. Mais bon,
Je crois que je retiendrai surtout la victoire. Rentrer dans les éliminatoires par une victoire, c'est très intéressant pour la suite. Je félicite mes garçons, je suis fier du travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on va préparer Eswatini et y aller pour faire aussi un bon résultat. Le match est arrivé très tôt dans cette semaine-là. La préparation a été difficile, mais dans l'ensemble, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette période-là, c'est la victoire et c'est important, on est en gagné et nous sommes très heureux ce soir. Allez aussi, on va écouter maintenant son homologue du Congo, le Brésilien Valdo Filo. On ne gagne pas et on sommes toujours déçus. Mais quand on est en face d'une équipe comme l'équipe du Sénégal, quand même il faut regarder la réalité en face. L'équipe du Sénégal, le vice-champion de la CAN, joue souvent depuis longtemps et ce n'est pas le cas de mon équipe, l'équipe du Congo. Donc c'est la victoire du Sénégal méritée et nous, il faut que nous continuions à travailler et essayer de qualifier pour la CAN 2021. Les deux sélectionneurs au micro de nos envoyés spéciaux, Malal Junior Diagne, Soda Cham et Abdoulaye Diop qui étaient donc à Thiès. Notez donc que le prochain match du Sénégal c'est dimanche 17 novembre à Eswatini et le Congo qui reçoit la Guinée-Bissau en France. Début de la 9e journée des qualifications de l'Euro 2020. Entre autres matchs à suivre demain jeudi, Angleterre-Monténégro à 19h45 à la même heure. Le Portugal de Cristiano Ronaldo reçoit la Lituanie, France-Moldavie. On parle de beach soccer. Avec l'équipe nationale du Sénégal qui est bien arrivée au Paraguay après donc un long voyage. Les Lions de la plage qui vont y disputer la Coupe du Monde. Mais avant, ils vont jouer 2 matchs amicaux, nous dit le sélectionneur Ngala Silla. Il est joint par Soda Cham. Après un long voyage, après faire Dakar-Dubaï, Sao Paulo, Ascension, donc on a fait un voyage tellement fastidieux. Donc du coup il fallait je récupère le kiné va le prendre sous forme de massage. Le programme se déroule ainsi. Donc mercredi il y aura une séance de 18h à 18h-19h, une séance d'1 heure de temps qui sera basée sur technico-tactique. Mise en place parce que le 14 on aura un match contre Paraguay, un match amical contre Paraguay et après voilà le 15, le 16 on aura des séances de technico-tactique, on va rectifier et après voilà le 17 on jouera un autre match amical contre Oman. Et après, voilà, le 18, on va rejoindre notre hôtel principal pour débuter la Coupe du Monde, Inch'Allah. C'était le sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer, Ngala Silla, actuellement donc au Paraguay pour la Coupe du Monde. Cyclisme, Youssouf, avec le Tour du Sénégal. Qui a couru sa 3e étape ce mercredi, 98,2 km entre Fatick et Nguéniène. Victoire de l'Allemand Hermann Keller. Toutefois, le maillot jaune de leader au classement général reste sur les épaules du Rwandais Didier Mouniénaza sur la route du Tour du Sénégal. Notre envoyé spécial, Abdoulaye Diop. La 3e étape du Tour du Sénégal d'une distance de 98,2 km a tourné à l'avantage de Benediction Excel Energy. L'équipe rwandaise a réussi à conserver le maillot jaune et ce au grand bonheur de son directeur sportif, Félix Saint-Poman. Ce qu'on cherchait, c'est juste de contrôler la course jusqu'à l'arrivée pour conserver le maillot jaune. Et puis on a réussi parce que si tu as vu dans la course, il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper et puis ils ont voulu même faire la bordille. Il y a des équipes européennes qui sont très folles. Ils ont essayé de faire la bordille. Ça part ici presque 3 fois. Et puis voilà, on arrive au sprint. C'est la chance pour nous. Avec un retard de 3 minutes 20, l'Allemand Thomas Lienert n'a pu glaner que 7 secondes. Pour son directeur sportif, rien n'est encore joué. Notre équipe travaille très bien. Et maintenant, on veut voir les prochaines étapes. Mais peut-être le maillot jaune. Maintenant, c'est très important de regarder au maillot vert. Mais peut-être Hermann Keller, qui a gagné cette étape, veut porter demain le maillot vert. Au classement général, le Sénégalais Bekay Traoré a gagné une place en quittant la 14e pour la 13e place. À Thiès, sur la route du Tour du Sénégal, Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop donc qui nous demande de dire aux auditeurs que la 4e étape sera donc un circuit fermé, Sali Plateau de Dias et Ngaparou d'une distance de 145,7 km. Donc c'est le menu pour demain. Nous terminons, Youssouf, avec du basket féminin. Avec le début du tournoi de préqualification olympique demain jeudi,
Ça se joue à Maputo au Mozambique avec donc le premier match qui va opposer à 13h30 GMT le Nigeria à la RDC, Sénégal-Angola à 16h. Les Lions jouent leur deuxième match samedi contre le Mali à 13h30. C'était à l'instant Youssouf Bodian qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Abdou Diouf Junior. Bonsoir et bienvenue. Belle opération des Lions, s'exclame Wii Sport. Le tour a été joué en première période. Les Lions du Sénégal ont battu les Diables Rouges du Congo par 2-0. Sidi Sarr et Habib Diallo ont marqué à domicile à Thiès. Les hommes d'Aliou Cissé ont fait une bonne entrée en matière renchérie Sport 221. Khalidou Koulibaly, capitaine, devant Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané. Les Lions se rassurent d'entrée, s'exclame IGFM.sn. Mais il n'y avait pas que du football au pays ce mercredi. IGFM.sn nous apprend qu'Hissène Habré a décidé de poursuivre en diffamation l'auteur d'un livre sur lui. Il s'agit bien du journaliste sénégalais Marcel Mendy. Pendant ce temps, l'association des victimes des crimes du régime de l'ex-président tchadien se dit pessimiste. Elle soupçonne une ruse de la part d'Hissène Habré. C'est à propos de son état de santé qui fait la une des journaux ces derniers jours. L'ONU, elle, met la pression sur le Sénégal pour légaliser l'homosexualité. Cette alerte est à la une de Sénéweb qui a parcouru le 5e rapport sur le Sénégal du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le site évoque le point 15 sur lequel le comité demande au Sénégal de prendre des mesures concrètes. Free n'aura pas la liberté de rendre gratuite l'utilisation de l'application WhatsApp. L'autorité de régulation des télécommunications a pris le contre-pied de l'opérateur et a stoppé net l'initiative. Une information à retrouver sur le site du groupe Futur Média, igfm.sn. Un navire prend feu au large du Sénégal. Il s'agit du Polar Marquis. C'est un bateau sismique 3D, précise CNews, qui a repris l'information. Le site ajoute que le navire sondait des fonds marins à la recherche de nouveaux gisements. À l'étranger, Guinée News croit savoir les vraies raisons de l'annulation du point de presse de la CNI, la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit bien d'un décret pris par le président Alpha Condé lundi soir. C'est tout pour votre tour du web. Merci de l'avoir suivi. Déjà à la fin de l'hivernage, prétexte pour nous de nous intéresser à la situation du bétail dans le Sénégal oriental. À Kédougou, l'alimentation est difficile avec le déficit pluviométrique et la multiplication des cas de feux de brousse. Ibrahima Diabakhate. Malgré des conditions pluviométriques satisfaisantes, l'alimentation du bétail demeure encore une sérieuse préoccupation des éleveurs de la région de Kédougou. Le déficit des pâturages et les nombreux cas de feux de brousse hantent le sommeil des éleveurs. Pété Diallo est le président de la maison des éleveurs de la région de Kédougou. Actuellement, on est avec le problème de pâturage actuel, d'évagation avec le cultivateur. On a avec le problème là actuellement. Le problème de pâturage, maintenant les gens cultivent un peu partout. Pour qu'on va aller percer notre vase, c'est un peu difficile. C'est le problème là. Maintenant, le paille sec, les vases courent partout. On a avec le problème et puis les feux de brousse. Les gens, ils ont commencé maintenant à brûler la brousse. Vraiment, si l'État a un moyen de nous aider pour le feu de brousse là. Le chef du service régional de l'élevage tempère les ardeurs et rassure les éleveurs. Ismaël Tchao. Bientôt, les résidus agricoles sont donnés aux animaux, mais il faut dire que ça fait partie de l'alimentation du bétail. Mais aussi sur les plateaux, le pâturage donc a commencé à sécher, ce qui cause souvent quelques soucis d'alimentation. Mais voilà, il est encore abondant et verdoyant sur les bas-fonds. Alors donc il faut dire que l'état d'embonpoint des animaux est encore acceptable. En ce qui concerne donc les petits ruminants sont en divagation car donc les champs ont été donc récoltés. Pour améliorer l'alimentation de leur bétail, les éleveurs commencent déjà à s'organiser. Pété Diallo. Donc nous on est là avec Banque Phosphate, on prend le crédit, donc on a un peu d'argent encore, on va les payer. Tu passes là au niveau de Kébémer, on mène ça ici, on vend le sac, on paye là-bas le sac à 7000 francs. Et avec le transport et tout, on est conclu, on vend le sac à 7500 francs ici à Kédougou. Au regard de toutes ces difficultés que rencontre le sous-secteur de l'élevage à Kédougou, des mesures s'imposent. Ismaël Tchao. Le Sénégal a mis en place des motofaussages, mais bien sûr, il faudrait encadrer ces éleveurs-là en les formant comment utiliser donc les motofaussages, mais en plus de cela, comment, n'est-ce pas,
garder à travers des formations comme l'ensilage, qui permet de garder les qualités, n'est-ce pas, de l'herbe intacte, qui permet véritablement aux animaux de bien se nourrir après l'hivernage. Si toutes ces initiatives sont mises en œuvre, l'alimentation du bétail pourrait être améliorée considérablement dans la région. À Tambacounda, les zones de pâturage ne sont pas nombreuses et la paille d'arachide n'est pas très présente sur le marché. Moussa Omar Gueye. Avec les feux précoces notés ici et là, les éleveurs de la commune de Bélé dans le département de Bakel ont du mal à accéder aux zones de pâturage. Seydouka est le maire de Bélé. La situation elle est un peu critique là où je vous parle parce qu'il y a l'autorisation de feux précoces qui nous a posé des problèmes. Parce que tu sais, avec le changement climatique, à partir du mois d'août, début septembre, le pluie ne vient pas. À mois de octobre, novembre aussi, on a mis le feu précoce. Alors parce qu'il y a certaines zones, ça ne nécessite pas de mettre le feu précoce dans certains arrondissements, comme l'arrondissement Moudiri, comme l'arrondissement Bélé. L'ensemble des éleveurs nomades, ils sont déplacés, les moutons comme des vaches. Alors que ça pose des problèmes. Le feu précoce qu'on a mis, c'est devenu feu de brousse. Vraiment, je lance un appel pour l'année prochaine ou les années à venir, c'est pas la peine d'autoriser feu précoce. L'inspecteur régional de l'élevage et des services vétérinaires considère que la seule alternative est la promotion de la culture fourragère. Dr Ousmane Fall, le chef du service régional de l'élevage Tambacounda. Depuis maintenant quelques années, l'État du Sénégal a initié une politique de promotion des cultures fourragères. Et à cet effet, chaque année, nous recevons de la part du ministère de l'élevage et des productions animales des semences, mais également de certains projets comme le PDRS, et ventilés auprès des producteurs qui expriment le besoin, notamment les éleveurs. Et à la fin de chaque récolte, nous évaluons la quantité produite, les superficies emblavées, les retombées de cette activité. La région de Tamba est une région d'élevage. Nous avons des pâturages, mais compte tenu des aléas climatiques, les feux de brousse qui sont récurrents dans la région, nous rencontrons des difficultés pour nourrir correctement nos bêtes en période de saison sèche. Des cultures fourragères, ça constitue une alternative. Il est à rappeler que les graines de coton de la Sodefitex sont prisées dans cette zone pour l'aliment de bétail. Merci à Moussa Omar Gueye. Bonne santé animale avec Abdoulaye Sissé. Quand je marche le soir avec mes enfants auprès de mes animaux, c'est que je sens vraiment cette profondeur dans ma tête et dans mon cœur. C'est la bonheur des éleveurs. Il en aurait presque confondu ses bêtes avec ses enfants. Chez Ismaël Sow, le lien est très fort avec le troupeau. S'il est devenu président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal et représentant l'interprofession au sein du Conseil économique, social et environnemental, ce n'est pas usurpé. Je suis né éleveur parce que ma mère et mon papa, tous, c'est des éleveurs. Je n'avais pas un parent qui cultivateur ou fonctionnaire. Tous mes parents sont des éleveurs. Ismaël Sow a une spécialité, les bovins. Et pour lui, l'expression vache sacrée, ça ne s'invente pas. On peut dire qu'une vache et une femme, une personne sont des mêmes choses. L'animal porte son grossesse. Le cycle de grossesse. Le cycle de grossesse. Vous n'allez pas comparer une vache avec une personne, une femme quand même. Si, c'est la même chose parce que aussi la vache aussi porte sa grossesse pendant 9 mois comme une personne. Bon, il a conduit et aussi était son enfant aussi à moins de 2 ans, hein, c'est comme une personne. Ah oui. Oui, le reste aussi, il y a l'allaitement chez la vache dure 2 ans. Voilà. Le cycle qu'on connaissait avant pour les personnes aussi. Voilà. Et dans nos pays tropicaux, le troupeau n'échappe pas à la maladie. La fièvre afteuse touche aussi le cœur de notre éleveur. Les maladies qui est plus dures ici, c'est la peste. La peste. Mais ce qui nous fatigue quand même, c'est le va-et-vient. Il y a l'accord qui existe au niveau de l'IOMA et de CEDEAO. Aussi, on ne peut plus bloquer les frontières. Le reste aussi, c'est la fièvre afteuse. C'est une maladie, quand il affecte un animal, c'est une maladie triste. Dans la concession de Ismaël Sow, les vaches sont choyées, bichonnées, comme on en ferait avec de mignons animaux de compagnie. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un mette son chien dans sa maison, dans son salon, et aussi fait beaucoup de frais pour son chien qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas marcher.
et qu'on ne peut pas faire avec une vache. Oui, mais ça va être compliqué d'avoir votre vache dans votre salon quand même, dans votre fauteuil. Mais quand on les met derrière la salon, c'est des millions. Allez auprès de vos animaux, mettre natte. C'est-à-dire, vous trouvez un confort à vous mettre parmi le troupeau, vous mettez votre natte et vous êtes allongé parmi le troupeau. Jouer même avec le veau. Bon, c'est pas tout le monde qui va trouver ça très... Oui, c'est lui qui ne connaît pas. Moi, je peux dire que très sincèrement, si j'ai 100 millions, je peux dire que j'ai 5 millions, je n'ai pas en laisse. Mais quand j'avais 100 têtes de vaches, je suis en laisse complètement. Je dors comme il faut. Vous préférez vraiment avoir 100 têtes de vache à avoir 100 millions dans votre compte en banque? Voilà. Vous êtes sûr de ça? Oui. Parce que 100 millions, vous achetez plus de têtes de vache quand même. Il y a des qualités de têtes. Voilà qui devient inextricable pour nous entre grosses têtes, bonnes têtes et têtes de veau pour les plus gourmands. À la santé des bovins, bonne santé animale, c'est fini. L'édito du jour est signé Mbaye Sidi Mbaye. Nous avons raté des époques de vie glorieuses, toutes dédiées à la belle histoire qui fait de nos aïeux les héros auxquels nous nous référons aujourd'hui. Pourtant, ces belles pages dont nous tirons prestige et fierté ont nécessité d'énormes sacrifices individuels et collectifs à une période loin d'être fastueuse. Au contraire, la géopolitique interne du Sénégal était loin d'être des plus calmes. La colonisation française avait des yeux ouverts à la fois sur les guides religieux musulmans et l'Haj Omar Foutiyou Tall restait une hantise après Bandiagara. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, n'inspirait pas confiance non plus. Et non loin de Dakar, dans le Cayor si proche, se consolidait à Tivaouane, sous la férule d'un nouveau dirigeant, perçu comme successeur de l'Haj Omar et continuateur de la tariqa Sidiane, El Hadji Malick Sy. Touba, Tivaouane, Ndiassane, Pire, Thiénaba, Kaolack. La spirale musulmane se développe et se raffermit, et pour certains se radicalise autour de l'autorité administrative coloniale, facilitant des alliances anticoloniales qui se formalisent. Nous devons bien savoir, avec exactitude, le rôle historique de chaque segment pour éviter les jugements trop rapides à l'emporte-pièce. Du reste, le projet concernant la rédaction de l'histoire générale du Sénégal, avec moins de passions égoïstes et narcissiques, rétablirait la juste part de chacun dans ce patrimoine de charges et devoirs communs. RFM, l'invité. L'invité Gorgui Wade Ndoye, l'initiateur des gingembres littéraires, philosophiques et économiques qui ont pris fin cet après-midi à travers une conférence débat sur le thème patriotisme économique. Gorgui Wade Ndoye s'entretient avec El Hadji Ndaté Diop. Gorgui Wade Ndoye, bonsoir. Bonsoir Ndaté, bonsoir RFM, bonsoir toutes les auditrices et tous les auditeurs de cette radio que nous aimons. Gorgui Wade Ndoye, vous êtes le président directeur général de Continent Premier, un magazine panafricain donc connu. Vous êtes à votre premier gingembre littéraire hors de Suisse. Pourquoi le choix porté sur le Sénégal? Le Sénégal parce que c'est une terre d'accueil. Le Sénégal, pays de la Teranga. Mais aussi, il y a eu sur Facebook, parce que c'est là où effectivement le débat a eu lieu. Parce que ce que nous faisons parfois aussi, nous le partageons sur Facebook avec nos amis. Et les gens nous ont dit, ce que vous faites et que vous réussissez merveilleusement bien en Suisse, notamment à Genève et aux Nations Unies, ne faudrait-il pas venir partager cette expérience-là avec les Sénégalais? Et là, il y a une compétition entre beaucoup de villes sénégalaises. Mais il a fallu choisir. Et notamment, comme il y avait beaucoup plus de gens de Saint-Louis, de Dakar et de Rufisque, j'ai dû partager la poire en trois pour essayer de satisfaire. Finalement, ça est devenu une sorte de caravane littéraire, économique, socio-culturelle.
une procession socio-économique, culturelle et citoyenne à Rufisque, à Saint-Louis, aujourd'hui à Dakar, pour des gingivres économiques autour de la question patriotisme économique. Absolument, le patriotisme économique. Parce que souvent, les gens pensent quand on parle de vivre ensemble, c'est uniquement gagner la paix sociale, évidemment. Mais dès lors que vous avez gagné la paix sociale, spirituelle et tout ce que vous voulez, il faut que les gens mangent mieux. Si nous, Africains, nous avons aujourd'hui 40% des ressources du monde en réserve. Le Sénégal, vous le savez, vient d'avoir du pétrole, du gaz magnifique, en tout cas pour l'exploitation. Le patriotisme économique voudrait que le Sénégal, notamment son gouvernement, fasse tout pour trouver des meilleurs investisseurs, mais aussi ce qui nous donne le plus de possibilités pour nous de bénéficier de ces mannes qui nous sont venues, si vous voulez, du ciel. Aussi, en termes de choix pour nos entrepreneurs, parce que les entreprises privées sont là nombreuses, souvent certaines tirent le diable par la queue, pour parler un peu vulgairement, parce que aussi souvent il y a des marchés, elles sont oubliées, ou bien souvent elles deviennent elles font de la sous-traitance, alors que si, par contre, et ça j'insiste dessus, il ne sert à rien, chers frères, confrères, de dire on va donner à une entreprise sénégalaise si elle n'a pas les compétences nécessaires pour effectivement faire le travail pour lequel elle a été mandatée. Il ne sert à rien non plus de donner un marché à une entreprise sénégalaise qui n'a pas les compétences. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Nous parlons à donner plus de possibilités à ces entreprises. Si elles ont les compétences, la préférence à elles, ça c'est normal. Nous ne parlons pas non plus de nationalisme béat où on s'enferme sur nous-mêmes. Le temps de l'autarcie, mais c'est dépassé et ça n'a pas jamais fait vivre une nation. La nation sénégalaise est une nation très enracinée et ouverte. Et il nous faut partir de cette culture-là de l'enracinement et de l'ouverture pour mieux appréhender aussi les questions économiques. La préférence nationale, oui, mais pas de folie qui nous enfermerait en nous-mêmes. Là, ce serait une catastrophe. Non, nous disons. Par contre, si j'ai une annonce à faire en tant qu'annonceur d'un événement, moi je préfère aller voir RFM, aller voir Radio Sénégal ou Dakar Actu, nos médias à nous, mais leur donner ces sous que d'aller donner à RFI ou quelqu'un d'autre. C'est ça pour moi, parce que chacun a une responsabilité. Souvent, on voit le contraire dans la démarche de nos dirigeants. Ces dirigeants font une grosse erreur. Les exclusivités, il faut que nos dirigeants réservent cela aux médias nationaux. Si vous avez déjà réglé la question de la communication au niveau local, national, c'est plus facile de parler avec le reste du monde. Quoi qu'il en soit, après, ces journaux internationaux vont venir interviewer d'autres personnes qui vont dire le contraire de vous, ce que vous pensez. Finalement, ça revient à zéro, alors que vous avez dépensé votre temps. Parfois, on paye beaucoup d'argent en publicité pour des journaux étrangers. Mais ça n'a aucun sens si la presse nationale et locale est faible, et surtout économiquement, parce que aussi une entreprise de presse, c'est pas que des articles, mais aussi il y a une gestion de l'entreprise de presse. Et ça, il est du devoir des gouvernants de soutenir la presse dans ce cadre-là. Qu'importe ce que les journalistes peuvent dire, mais c'est dans le dialogue qu'on arrivera aussi à faire passer les grands messages du gouvernement. Et ça, c'est important aussi que les journalistes comprennent que dans la communication, ce que le gouvernement dit a de l'importance. On peut poser des interrogations, mais on ne peut pas faire du journalisme en évitant son gouvernement. C'est pas possible. Patriotisme économique, on en parle, on l'a tellement rabâché dans ce pays, mais au vu de la manière dont les choses marchent, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de champions nationaux sur le plan économique? On pourrait, mais ça c'est à vous, la presse nationale, de faire des recherches dans ce cadre-là, mais en même temps le gouvernement de voir au niveau de nos entreprises qui fait quoi. Et je pense que ces données doivent exister quelque part. Et ça revient à ce qu'on disait. Il faut communiquer et encore et bien communiquer, surtout avec les nationaux. Dans un passé assez récent, les ICS étaient parmi les fleurons de l'économie sénégalaise, mais aujourd'hui, on voit que ces sociétés sont en déliquescence. Il faudrait qu'on regarde pourquoi. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème de compétence? Ou bien est-ce que ces industries ont été délaissées par les gouvernements? Parce que, comme il ne faut pas l'oublier, dans des pays comme les nôtres, celui qui fait le plus de commandes, c'est l'État.
Et si l'État décide de vous ignorer, vous n'êtes pas bien. Alors donc, il faudrait que l'État crée dans notre pays la possibilité à ce que ces entrepreneurs privés et autres, ou semi-privés, il faut en faire des milliardaires patriotes. Comme ça, eux aussi, ils réinvestissent dans la patrie, dans la nation. Et c'est ce qui permet de susciter l'émergence que le gouvernement du Sénégal souhaite de tout son vœu. Ces gingembres, c'est de la littérature, de la philosophie, de l'économie, le thème central, dialogue des civilisations, pour essayer de savoir la place de l'Afrique dans ce 21e siècle. Ouais. La place de l'Afrique, elle se situe où? La place de l'Afrique, normalement, philosophiquement, elle se situe à hier, à aujourd'hui et à demain. Malheureusement, sur le plan économique, il faut être humble. Il y a beaucoup de pas à faire. Nous sommes dominés économiquement. Quand vous êtes dominé économiquement, vous perdez aussi votre souveraineté. Il ne suffit pas uniquement d'être bon, de bien parler entre nous, de faire de la teranga. Comme je l'ai dit, très simplement, mais l'économie permet de manger et de garder sa dignité. Et là, nos gouvernants, mais aussi les populations. Mais vous savez, mon frère, il y a parfois aussi des Sénégalais ou des Sénégalaises très riches ou moyennement riches qui préfèrent acheter des produits venant de France ou d'ailleurs, soi-disant c'est un venant. Mais on ne se rend même pas compte, surtout en termes de nourriture. Manger ce qui est produit dans votre propre terroir. Consommer local. Bien sûr, ça vous permet de mieux garder votre santé. C'est la défense au niveau du corps, elle est plus importante que de manger des produits qui viennent d'ailleurs. Donc ces gingembres, comme vous l'avez dit, ça se décline selon le type de conférence que nous faisons en gingembre littéraire comme à Rufisque, où nous avons réuni des femmes comme Madame Aminata Sow Fall, qui est notre marraine, et autour d'elle, Maria Mondo, Ramatouba Sek, et ensuite Fatima Diallo. À Saint-Louis, pareil, de grands intellectuels sénégalais et des professeurs de l'Université de Saint-Louis, Missan Gob, Djouma Diallo. Le recteur en personne est venu ouvrir nos travaux. Ça montre qu'il y a une certaine forme d'appropriation de ce concept par les Sénégalais, par les intellectuels sénégalais et par la presse sénégalaise. Moi, je profite de l'occasion pour féliciter et remercier la presse du Sénégal qui m'a accompagné vraiment avec professionnalisme, humanisme, solidarité et en faisant d'excellents travaux pour que les gingembre puissent partout être entendus, être goûtés dans le Sénégal. Et ça, c'est merveilleux. Ça aussi, c'est du consommer local. Parce que les idées que nous développons, vous le savez, le monde se dirige par des idées. Là où il n'y a plus d'idées, vous allez acheter ces idées, ça va vous coûter cher. Nous voulons créer les conditions pour que l'Afrique, pour que le Sénégal puisse penser par le Sénégal, par lui-même, l'Afrique par elle-même, pour mieux converger avec le reste du monde, mais et de parler sur le pied d'égalité. Les gingembres, un concept qui va être pérennisé ici au Sénégal. Absolument. Qui va être pérennisé actuellement. Je vous dis, le secret, c'est que il y a des grandes régions qui sont en train de se battre, mais malheureusement, pour certaines régions, l'année prochaine, nous serons en Casamance. Parce que cette grande région, je parle du terroir, parce que Casamance, il y a beaucoup de régions, ça a été scindé, mais je parle du grand territoire casamancé. Nous allons le faire, le gingembre, l'année prochaine là-bas. C'est l'occasion de remercier, de saluer mes amis Seydi Gassama d'Amnesty International et Moustapha Tambedou qui ont fait un lobbying extraordinaire pour nous dire c'est là où il faut venir l'année prochaine. Et pour des raisons que vous le savez, cette grande Casamance que nous aimons. Balafrée depuis quelques décennies par un conflit. Par un conflit meurtrier. L'une des plus belles régions et terroirs de notre pays et que nos frères et sœurs de Casamance doivent savoir que nous sommes avec eux ensemble. Nous sommes avec eux ensemble pour faire nourrir aujourd'hui plus que jamais le vivre ensemble et notre commun vouloir de vie commune. Gorgui Wadndoy, la RFM vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Continent Premier, un magazine panafricain. Vous êtes l'initiateur aussi des gingembres littéraires, philosophiques et économiques. Merci beaucoup, Ndaté. Merci.